Bonjour à tous. Merci à vous d'être là aujourd'hui, d'avoir répondu à notre invitation pour la présentation de ce rapport d'information qui est le fruit d'un travail intense et extrêmement intéressant de mes collègues Rémy Pointreau, qui est le premier vice-président de cette délégation, et de notre collègue Corinne Ferret, que je salue avec plaisir, et qui elle aussi en visioconférence, donc sur un sujet qui est extrêmement important et qui est en plus d'actualité. Alors le sujet est important puisqu'on parle d'ancrage territorial de la sécurité intérieure et qu'il faut rappeler que la sécurité relève de la compétence régalienne de l'État et qu'elle doit s'exercer sur l'ensemble du territoire, mais que la tranquillité publique relève souvent des pouvoirs de police du maire et qu'il est important qu'il y ait une bonne coordination, une bonne articulation. Et donc le sujet est d'importance parce qu'il est aussi d'actualité, avec à la fois le Beauvau de la sécurité qu'organise le ministre de l'Intérieur et le texte sécurité globale qui sera prochainement en débat au Sénat. Et nous avons donc eu un travail comme l'on dit aujourd'hui, participatif ou collectif, puisque mes deux collègues, Rémy Pointreau et Corinne Ferret, ont travaillé en parfaite intelligence avec les rapporteurs du texte sécurité globale, mais aussi avec nos collègues qui représenteront le Sénat au Beauvau de la sécurité. Je pense à Henri Leroy et à Jérôme Durin. Donc je les laisse présenter ces 10 recommandations, puisque le rapport, comme toujours au Sénat, est force de propositions et de recommandations très concrètes. Présents en visioconférence. On ne les voit pas encore, mais j'espère qu'on va pouvoir les découvrir. Merci à Corinne Ferret. Donc, vous l'avez rappelé, avec ma collègue Corinne Ferret, nous avons produit un rapport d'étape sur ce sujet en juillet 2020. Donc, ça fait presque un an que nous travaillons sur le dossier. Et ce rapport soulignait donc les attentes de la société à l'égard des forces de police de sécurité à l'heure où la violence se développe et où certains pointent le risque de fragmentation de la société française. Et si le traitement médiatique, parfois excessif, crée sans doute un prisme déformant des réalités, il n'en demeure pas moins que les forces de sécurité qui sont placées au cœur de la République et de la reconquête républicaine se trouvent confrontés à ces multiples défis. Donc, le rapport d'étape démontrait que notre pays ne pouvait les relever efficacement qu'avec l'appui des acteurs locaux, les élus locaux notamment, comme l'ont illustré la gestion de la crise des Gilets jaunes, voilà plus d'un an et demi, et la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. En quelques mots, simplement, les maires veulent rester donc les pivots de la sécurité dans leur commune, mais sont aussi en même temps les premiers maillons de la chaîne en termes de continuum de la sécurité. Et je le dis parce que c'est important de rappeler que les maires ont quand même cette compétence de police municipale, même si elle n'est pas toujours bien ancrée sur nos territoires et bien valorisée. Donc je donne la parole à ma collègue Corinne Ferret qui va vous compléter mes propos. Et je veux saluer chacun et chacune d'entre vous en vous remerciant d'avoir répondu à notre invitation pour la présentation de ce rapport. Ajouter rapidement quelques mots, car depuis la présentation du rapport d'étape en juillet dernier, eh bien, on peut dire que nous avons été rattrapés par l'actualité. Madame la présidente Françoise Gatel a rappelé effectivement le livre blanc sur la sécurité intérieure qui a été rendu public le 14 novembre dernier. Nous avons suivi également avec intérêt les débats qui parfois houleux
à l'Assemblée nationale ont porté sur la proposition de loi sécurité globale, lequel texte viendra au Sénat dans quelques semaines. Et enfin, le ministre de l'Intérieur a annoncé en décembre le lancement d'une grande concertation nationale consacrée à la police et à la gendarmerie. Et c'est ce Beauvau de la sécurité qui sera inauguré lundi prochain, le 1er février. Je veux à ce moment saluer l'action de toutes les forces de sécurité qui exercent leurs fonctions dans des conditions souvent très difficiles. Il y a quelques errements isolés, aussi regrettables soient-ils, mais il ne saurait jeter l'opprobre sur l'ensemble des agents qui assument notre sécurité au quotidien avec dévouement et professionnalisme. Alors, notre rapport d'information s'articule autour de 10 recommandations. Vous avez à l'écran, vous le verrez, des diapos qui présenteront en quelques mots chacune de ces 10 recommandations, ces recommandations tendent à un véritable ancrage des forces de sécurité dans les territoires, dans nos territoires. Et nous les présenterons en alternance, Rémi Pointreau et moi-même, et je cède donc d'ores et déjà la parole à mon collègue. Merci. Oui, merci Corinne. Donc, nous allons faire en alternance ces 10 recommandations. La première recommandation s'adresse aux éventuelles nouvelles compétences judiciaires de la police municipale que certains souhaitent. Nous l'acceptons avec vigilance d'expérimenter tout d'abord, et avec un certain nombre de propositions à l'intérieur de cette première recommandation, à savoir d'abord conserver la liberté de choix de création de la police municipale et de son armement. Les maires sont tout à fait libres de créer une police municipale et d'en définir la doctrine de l'emploi dans la limite des compétences. Et cet équilibre répond à une logique tout simplement de souplesse, faisant in fine confiance à l'intelligence territoriale. Et nous proposons d'aborder avec vigilance, je dirais, cette extension du champ de compétences de la police municipale à titre expérimental dans l'article 1er de la PPL sur la sécurité globale, parce que nous souhaitons qu'un tel élargissement doit préserver son caractère de police de tranquillité, de proximité. Je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel pour les polices municipales. Et en outre, l'extension de la compétence de police municipale peut être perçue par certains élus locaux comme une forme de désengagement aussi de l'État, sans donner d'ailleurs les moyens financiers, alors que la sécurité, je rappelle, est une mission régalienne qui lui incombe, en tout cas prioritairement. Donc ça, c'est cette première recommandation que nous mettons en avant. Corinne, si tu as... Enfin, je dis en avant, mais les 10 recommandations sont prioritaires. Il n'y a pas d'ordre forcément dans nos recommandations. Il n'y a pas de hiérarchie. Alors, la seconde recommandation concerne la formation de la police municipale. Nous proposons donc, nous considérons qu'il faut aller vers une amélioration de cette formation. Comme l'a récemment souligné la Cour des comptes, les polices municipales se sont professionnalisées au cours des 10 dernières années, et cela grâce à une formation dispensée par le CNFPT, le Conseil national de la fonction publique territoriale. Les formations initiales et continues pourraient toutefois être enrichies sur les plans juridiques, procédural et déontologiques. Et nous préconisons également la création d'une école nationale de police municipale qui permettra ainsi de parfaire la formation des policiers municipaux. Bien, la troisième recommandation, nous souhaitons donc améliorer le contrôle externe de la police municipale, parce que même si les manquements des polices municipales aux règles déontologiques sont assez limités, cela s'explique surtout par la faiblesse de leur pouvoir de contrainte. Nous pensons que l'extension du champ d'intervention des polices municipales et la banalisation de leur armement soulève la question de leur contrôle externe par le ministre de l'Intérieur, qui est, il nous semble, aujourd'hui insuffisant. Et à cet égard, le rapport propose de créer au sein
de l'IGA, l'Inspection générale de l'administration, une mission permanente, mais à condition qu'elle s'adjoigne de compétences d'un collège consultatif, donc qui aurait au sein de ce collège des élus locaux et disposant d'une compétence et aussi d'une expérience particulière en matière de sécurité. Je pense que là aussi, les élus locaux doivent être impliqués dans ce contrôle externe. Ça me semble très important. La recommandation suivante vise à renforcer les liens entre la police municipale et les forces régaliennes de sécurité. Nous avons observé dans la crise sanitaire que les coopérations fructueuses entre la police municipale et forces de sécurité nationale sont véritablement une voie d'avenir pour la sécurité locale. Et le champ des conventions de coordination qui existent et qui ont été étendues par la loi Engagement de proximité, coordination entre la police municipale et les forces de sécurité nationale, cet élargissement permet d'en faire de véritables instruments de pilotage opérationnel obligatoires dans les communes de plus de 3 policiers municipaux. Nous sommes tout à fait satisfaits et nous nous réjouissons que la quasi-totalité des communes concernées ait conclu cette convention. Et nous appelons donc, nous rappelons aux maires que la conclusion d'une telle convention est également possible, et cela à leur demande, lorsque le service de police municipale compte de moins de 3 agents. Nous les invitons donc à faire un usage actif de cette faculté. Les agents de police municipale disposent par ailleurs, depuis le 1er juillet 2019, d'un accès direct au fichier qui concerne le système national des permis de conduire et celui qui concerne le système d'immatriculation des véhicules, plus couramment appelé SIV. Donc ces accès sont encore un peu restreints. Proposons qu'il y ait peut-être aussi une application mobile pour faciliter justement l'accès plus encore à ces fichiers. Bien, concernant la répartition police-gendarmerie, nous souhaitons, dans cette recommandation, associer très étroitement les élus locaux à cette nouvelle répartition, car la répartition actuelle entre les forces de police et de gendarmerie a perdu de sa pertinence. Quand on rappelle que la compétence de la police représente aujourd'hui entre 40 et 50% de la population sur seulement 5% du territoire, et peut-être contrairement à ce que le livre blanc propose, ou en mettant des zones police pour les villes de 30 à 40 000 habitants et plus, je pense que cette répartition en termes démographiques est peut-être plus valable aujourd'hui, et nous souhaitons que cette répartition se fasse plus en termes de bassin de vie et de délinquance, en prenant en compte une aire plus large que le cadre communal, qui, il me semble, serait bien plus efficace que cette seule application d'un critère démographique, etc. Et pour mener à bien la réforme du maillage territorial, la réorganisation pourrait être supervisée sur le plan local par le préfet, bien évidemment, la police, bien évidemment, la gendarmerie, mais aussi en étroite concertation avec les élus locaux. Là aussi, il faut que les élus locaux soient complètement impliqués dans cette démarche. La proposition ou recommandation suivante est en lien direct avec celle-ci, car nous proposons de nous poser la question de la compétence de la gendarmerie dans les zones urbaines sensibles. Les atouts de proximité, de disponibilité et de polyvalence de la gendarmerie semblent décisifs pour répondre aux défis urbains avec efficacité. Nous considérons que le gouvernement devrait sans tabou répondre à la question de savoir si la gendarmerie ne devrait pas intervenir dans les zones urbaines qui enregistrent un fort taux de délinquance. Alors cette interrogation pourrait être soulevée dans le cadre du Beauvau de la sécurité, dont j'ai évoqué en introduction, et qui sera lancé le 1er février, lundi prochain, sous l'égide du ministre de l'Intérieur. Oui, merci. Corinne, la 7e recommandation donc, travaille sur la réforme de
l'organisation déconcentrée de la police nationale. On voit bien que l'organisation territoriale de la police nationale est actuellement, à notre avis, trop cloisonnée, trop verticale, et ce qui pénalise les contacts avec les élus locaux. Et les rapporteurs invitent le ministre aussi de l'Intérieur à poursuivre la réflexion qui est engagée à travers la création expérimentale d'une direction territoriale unifiée de la police nationale. Et parallèlement à ce décloisonnement, le rôle d'interface avec les élus locaux devra bien sûr être encouragé. Et nous suggérons de confier cette mission propre à un correspondant désigné soit par le préfet ou la direction de la police, et avec bien sûr les élus pour essayer de réformer un petit peu cette organisation que nous souhaitons et que, en général, les associations d'élus souhaitent. La recommandation suivante, qui est donc la 8e, est pour nous essentielle, l'importance de synergie d'information avec tous les acteurs locaux de sécurité. Le couple maire-préfet répond à une attente très forte des élus locaux. Et si la communication systématique des maires des fiches S n'apparaît pas opportune, nous sommes favorables, sous certaines conditions, à la communication aux élus des seuls profils des personnes dont les maires ont la responsabilité. Le rapport plaide aussi pour une bonne communication entre les maires et les agents du renseignement territorial. Par ailleurs, nous avons souhaité rappeler le rôle majeur qui est joué par le CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui est toujours présidé par le maire, qui est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants. Cette instance permet de réunir tous les acteurs du continuum de sécurité. Parce que les CLSPD ne sont pas toujours actifs, nous jugeons pertinent la désignation au sein de la mairie d'un coordonnateur territorial pour chaque CLSPD, sans pour autant rendre cela obligatoire. Enfin, et nous y sommes extrêmement attachés, sur les relations entre les maires et le parquet, qui sont fondamentales. La Conférence nationale des procureurs de la République a ainsi salué le principe d'une réunion d'information obligatoire après les élections municipales, qui ont permis ainsi aux élus locaux de rencontrer les magistrats du parquet, lesquels sont soucieux de se rendre accessibles et de coopérer avec les maires pour la sécurité du quotidien. Et dans une circulaire du 15 décembre dernier, le garde des Sceaux a appelé les procureurs à renforcer les relations institutionnelles avec les élus locaux. Et en cela, nous avons pu auditionner le procureur de Valenciennes, et l'action qu'il a engagée sur son territoire d'intervention fait véritablement figure de modèle, et nous proposons d'amplifier cela sur l'ensemble des territoires de notre pays. Bien, merci. Concernant la 9e et avant-dernière recommandation, nous souhaitons évaluer donc les dispositifs de mise en commun de policiers municipaux. C'est vrai que le législateur a prévu deux principales modalités de mutualisation des agents de police municipale, soit une police pluricommunale ou police intercommunale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, puisque dans un cas, on dépasse le cadre intercommunal, et sans qu'il y ait de délégation, bien évidemment, de pouvoir, puisque les policiers municipaux doivent rester sous l'autorité du maire d'une commune, de la commune, pendant l'exercice de leurs fonctions. Et en 2018, d'ailleurs, selon la Cour des comptes, seule une quarantaine de dispositifs de mutualisation existaient. Et dans l'attente d'une évaluation approfondie, qui paraît à mon avis indispensable, les rapporteurs, nous sommes favorables à la suppression du seuil de 80 000 habitants, au-delà duquel les communes ne peuvent pas mettre en commun les agents de police municipale, ce qui me paraît et ce qui nous paraît inutilement contraignant. D'ailleurs, sur le sujet de la vidéoprotection, il est intéressant pour gérer la vidéoprotection d'avoir un maximum de communes autour d'une agglomération et de ne pas se limiter à 80 000 habitants,
parce que la gestion de la vidéoprotection coûte assez cher, et il faut des personnes derrière les écrans pour étudier tout ce qui se passe. Donc je pense que cette suppression de seuil me paraît une évidence. Corinne ? Oui, nous en venons donc à notre 10e recommandation qui vise à encourager les citoyens à devenir des acteurs à part entière de la sécurité. Certains dispositifs contribuent à faire des citoyens des acteurs à part entière de la sécurité avec des résultats très concrets. Ainsi, la démarche dite participative citoyenne vise à associer les habitants d'une commune ou d'un quartier à la protection de leur espace de vie. Ça s'est développé dans plusieurs communes, aussi bien en zone rurale que dans des secteurs urbains. 2 autres dispositifs peuvent conduire à un engagement louable de la part de nos concitoyens. C'est le principe des réserves, les réserves de la gendarmerie et de la police nationale. La réserve mérite d'être développée, en particulier dans la police, pour permettre davantage d'ouverture à la société civile et pour renforcer ainsi le lien avec la population. Une évolution législative pourrait par ailleurs être envisagée pour permettre, comme dans la gendarmerie, aux réservistes de la police nationale d'être armés. Voilà nos recommandations formulées dans ce rapport. Bien, écoutez, je pense que maintenant, on va laisser la parole aux journalistes qui sont présents en visioconférence. Je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais on ne les voit pas pour l'instant. Vous avez... Madame Marjorie, non ? Monsieur Pierre Moret, mais on n'a pas de... On n'a pas les écrans d'ouvert. Je pense que chacun et chacune peut activer sa caméra et peut-être oui, sur un format par le chat demander ou vous inscrire pour. Pouvez-vous vous inscrire ou poser, voilà, sur le chat, et comme ça on sait qui est qui et on pourra aisément vous passer la parole. Je salue la grande maîtrise de la visioconférence de notre chère collègue Corinne. Merci de ta pédagogie. Bon. Il y a des questions qui arrivent ? Non, pas pour l'instant. Souhaitez-vous des précisions sur chacune de ces propositions Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas... Ah, s'il y a un chat. Oui, mais on entend. Monsieur Fortin. Si vous pouvez lire la question sur le CNFPT. Monsieur Frédéric Fortin, alors qui nous pose la question d'une école de police municipale avait été proposée par un rapport de monsieur Fauvergue et Toureau, mais rencontre l'opposition du CNFPT. Une chance de passer au-delà de ce blocage. Point d'interrogation. C'est vous qu'on entend, monsieur, parce qu'on entend une petite voix derrière. Non ? Il y a un problème de connexion, de continuum, comme on dit. Alors, est-ce que vous m'entendez, monsieur Moret ? Non ? Monsieur Fortin. Monsieur Fortin ? Oui. Vous m'entendez ? Je vous entends. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez, par contre. Ah, ça y est, on vous entend, là. Oui, oui, concernant l'école nationale de police, en fait, c'est une école qui... on dit nationale parce que ce qu'on souhaite, c'est surtout qu'on ait un cahier des charges qui soit national. Il ne s'agit pas de faire une seule école, mais de faire plusieurs écoles réparties sur le territoire, mais où on fera une formation, bien sûr, avec un cahier des charges national. C'est cette volonté, ou bien évidemment en partenariat avec le CNFPT, qui aura plutôt une partie législative, formelle, et puis en partenariat aussi avec peut-être le ministère de l'Intérieur,
la police et la gendarmerie pour avoir un volet opérationnel qui est une formation assez particulière. Mais notre objectif, c'est bien sûr de travailler en collaboration avec le CNFPT, qui a un volet de formation tout à fait intéressant, mais qui sera complété également par le volet opérationnel. Voilà. Oui, tout à fait, Est-ce que j'ai répondu à permettez votre question, Monsieur Fortin? un petit complément, Monsieur Fortin, si vous le souhaitez. Oui. Bien évidemment, il n'est pas question de remettre en cause, on va dire, le statut même de ces agents municipaux qui relèvent de la fonction publique territoriale et qui, pour la plupart d'entre eux, suivent des formations au niveau du CNFPT. Le CNFPT propose un certain nombre de formations pour les policiers municipaux. Donc, il n'est pas du tout question de remettre cela en cause. Mais il est proposé, comme l'a rappelé mon collègue, d'avoir une offre de formation qui soit identique, je dirais, et qui permette à l'ensemble des policiers municipaux d'avoir cette formation uniformisée, on pourrait dire, Oui. sans pour autant que ce soit dans un lieu unique. Tout cela est à construire en lien et évidemment en relation avec le CNFPT, mais pouvoir ainsi proposer, on disait, compléter cette formation parce que l'évolution des textes au niveau juridique procédural est telle qu'il y a nécessité de former et d'avoir cette formation continue aussi de ces agents municipaux. Alors, cette proposition, comme vous l'avez rappelé, avait été déjà formulée dans un autre rapport, mais voilà, nous sommes dans cette proposition qu'il faudra argumenter et travailler évidemment de concert avec le CNFPT et les élus locaux qui contribuent au financement du CNFPT. En complément peut-être de ce que dit notre collègue, donc nos deux collègues ont bien mis en exergue la nécessité de formation de la police municipale, formation initiale et formation continue, avec cette caractéristique, ou je rappelle de cette caractéristique, c'est que les policiers municipaux sont des fonctionnaires territoriaux, puisque je rappelle que la création d'une police municipale relève de la libre administration des collectivités et d'une décision d'un conseil municipal. Donc il y a deux volets dans la formation. Il y a le volet, effectivement, qui concerne tout particulièrement le volet d'agent territorial, mais il y a aussi une spécificité dans le métier de policier municipal et un volet opérationnel que les collègues veulent mettre en avant et qu'il ne faut pas oublier. Je trouve assez intéressant qu'ils s'interrogent sur la manière dont cette formation doit évoluer pour être plus opérationnelle, plus sécurisante, à la fois pour les policiers municipaux, mais aussi pour les maires, qui sont comptables et responsables des actions de leurs agents. Merci. Monsieur Hugo Soutra, du Courrier des maires, je pense que vous aviez une question. Pouvez-vous la formuler Avez-vous un micro? Oui, c'est en cours. Vous m'entendez? Oui. Oui, bien sûr. Merci pour... on vous entend, mais on ne vous voit pas. Alors, attendez, l'essentiel, c'est qu'on m'entende. Je préfère aller droit au but. Comment est-ce que vous imaginez que les élus puissent inciter les préfets, les directeurs départementaux de la sécurité publique à mieux prendre en compte les objectifs territoriaux, les attentes de la population? Est-ce que vous imaginez les élus locaux pouvoir définir les priorités de mission, d'intervention de la police nationale pour satisfaire au mieux les habitants? Bien. Moi, sur mon volet, je pense que Corinne complétera. Mais concernant donc l'incitation des préfets à mieux prendre en compte les objectifs territoriaux, il y a les CLSPD qui sont là pour ça, la prévention de la délinquance, notamment où on se réunit régulièrement. Alors c'est pour les villes de plus de 10 000 habitants qui ont obligation d'avoir
une commission de CLSPD, mais avoir des réunions fréquentes avec le préfet, les services de gendarmerie, de police, avec le parquet également. Je pense que les élus sont en attente d'avoir plus d'informations de la part des procureurs notamment les maires de petites communes qui n'ont pas forcément la chance de rencontrer le procureur régulièrement. Et on a auditionné donc un certain nombre de procureurs, dont celui de Valenciennes, qui a une méthode qui a été éprouvée et approuvée par les élus locaux de Valenciennes, où il y a des réunions régulières de l'avancée des plaintes, par exemple, qui sont déposées dans leur territoire, parce que souvent, il y a beaucoup de dépôts de plaintes qui ne sont pas suivis des faits, et chacun se renvoie un peu la balle, on voit bien comment ça se passe. Et le procureur de Valenciennes fait des réunions régulières avec les élus locaux, l'association des maires, le préfet et les services de gendarmerie pour essayer de faire avancer les dossiers et de les informer. Et d'ailleurs, il a ouvert une boîte mail sécurisée où les élus locaux peuvent donc échanger en direct avec lui. Et je trouve que c'est une très bonne formule pour associer les élus locaux et répondre quelque part aux citoyens, parce que beaucoup de citoyens viennent nous voir en mairie pour nous dire voilà, on a déposé une plainte, ça fait des mois, on n'a jamais eu de réponse, qu'est-ce qui se passe, le procureur ne veut pas donner suite, etc. Et je pense que c'est important que les maires soient aussi les relais, non seulement des plaintes qui sont déposées par les élus, parce que ça arrive malheureusement, mais aussi par leurs citoyens. Et je pense que c'est une très bonne formule. Je ne sais pas si Corinne, tu veux compléter ? Oui, et revenir sur une proposition qu'on a présentée, qui concerne notamment les CLSPD, Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous proposons et nous recommandons fortement la nomination, la désignation d'un coordinateur territorial dans chaque CLSPD. Ce sont eux, c'est elle ou c'est lui, qui pourra faire le lien entre tous les acteurs, je dirais, participants à ce conseil, faire le lien aussi avec les autres élus, notamment qui ne sont pas membres de ce CLSPD, mais qui peuvent avoir à dire, qui peuvent avoir des propositions à faire. C'est bien, sans vouloir répéter ce que vient de dire mon collègue, c'est vraiment assurer ce lien et ce continuum, effectivement, en termes d'action de sécurité. Chacun à sa place, chacun dans son rôle, mais le rôle des élus locaux est essentiel pour pouvoir aussi informer toutes celles et ceux qui peuvent intervenir dans différentes missions, mais aussi être eux-mêmes aussi informés par ces mêmes personnes lorsqu'il y a des événements particuliers ou des situations particulières dans leur territoire. C'est ainsi que l'on, comme votre question portait sur définir les priorités de mission d'intervention, ça ne peut pas se faire indépendamment les uns à côté des autres, mais c'est vraiment en étant ensemble dans ce continuum, je me répète, que les choses peuvent être organisées au mieux, cela nous semble-t-il. Et pour revenir sur le coordonnateur territorial du CLSPD, cette personne a aussi un rôle essentiel en cela, de coordonner et de diffuser l'information. Oui, Madame Nolwenn Lejeune de France Bleu, vous nous entendez ? Normandie. France Bleu Normandie, si je peux me permettre. France Bleu Normandie, oui, très bien. Très heureux de vous entendre. Allez-y. Pas de micro ? Vous pouvez poser votre question, Madame Lejeune ? Sinon, il faut que ce soit bon. Elle n'a pas de micro. Alors, votre question, je vais la formuler. Sur la compétence de la gendarmerie en zone urbaine sensible, quel pourrait être le champ d'intervention de la gendarmerie ? L'envisagez-vous comme une coopération entre police et gendarmerie ? Et si oui, qui commande ? C'est bien ça la question ? Bon.
Corinne, je pense que tu as eu déjà cette question ce matin. Oui, tout à fait, sur pardon, cette compétence. À la fois, je dis, je ne veux pas, nous ne voulons pas, pardon, évidemment opposer la gendarmerie à la police nationale. Bien sûr que non. Chacun ont des compétences, ont des savoir-faire, ont des expériences et parfois des profils aussi un peu différents. Quand il s'agit d'un membre de la gendarmerie, il y a aussi une connaissance, une compétence en matière, puisque relevant précédemment du ministère de la Défense, voilà, il y a des acquis qui peuvent être aussi mis au service de nos concitoyens, de nos territoires, parce que, on l'a évoqué sur le point précédent qui concernait la répartition police-gendarmerie, les habitudes de vie, on va dire, sont organisées très différemment aujourd'hui, quelle que soit la présence, le nombre d'habitants sur tel ou tel territoire, et la façon dont les choses sont définies dans la répartition d'intervention gendarmerie ou police nationale nous semble devoir aussi évoluer. Évoluer pour mettre, encore une fois, au bénéfice de nos concitoyens, au service de nos concitoyens, en complémentarité, les compétences et les savoir-faire. Les compétences et les savoir-faire qui ne peuvent pas exister, par exemple, seulement en zone urbaine, parce que relevant de la gendarmerie, et si, je vais être à peine dans la caricature, mais si on traverse la rue ou si on va au bout de la route départementale, on serait là en zone police parce que on serait en zone urbaine et la gendarmerie aujourd'hui ne pourrait plus intervenir, ne peut plus intervenir. Alors il s'agit effectivement d'une autre façon de procéder. On est bien dans la complémentarité, absolument pas dans la concurrence. Les choses doivent se définir évidemment entre gendarmerie et police, mais on doit tenir compte aussi, encore une fois, de l'évolution de la vie quotidienne de nos concitoyens que l'on souhaite pouvoir protéger et pour lesquels on doit assurer la sécurité. La vie évolue, les habitudes de vie évoluent en ce qui concerne celles et ceux qui commettent des actes de délinquance et ou d'incivilité. Il faut aussi s'adapter à cela. Et cette proposition est faite vraiment en ce sens. Alors, la question qui commande, on n'a pas de réponse à tout, j'ai envie de vous dire, mais déjà, mettons le sujet au débat, posons la question, c'est ce qu'on a dit, et l'occasion du Beauvau de la sécurité nous semble être une bonne circonstance pour en débattre et voir comment les choses pourraient s'organiser dans nos différents territoires sans être sur un format unique. Ça avait été présenté tout à l'heure en fonction des strates d'habitat, tel que le livre blanc de la sécurité l'a proposé aujourd'hui. Il nous semble qu'on doit pouvoir organiser les choses différemment, mais toujours complémentarité d'action, de compétences, de savoir-faire au bénéfice de nos concitoyens et de nos territoires. Oui, Corinne, merci. Mais pour compléter, un cas d'exemple, quand vous avez une zone urbaine qui est entourée d'une autoroute aux confins de 2 ou 3 autoroutes, vous avez les gendarmes qui sont compétents sur les sorties d'autoroute, et vous avez juste à la sortie de l'autoroute la ville qui est compétente en matière de police. Or, là pour le coup, et vous avez parfois la ville qui dépasse, qui va de l'autre côté de l'autoroute et qui redevient en zone police. Donc vous voyez bien que parfois, et ce sont souvent des zones sensibles, ces zones de sortie d'autoroute, parce qu'il se passe beaucoup de trafic, etc. Et donc, c'est là où la gendarmerie peut être aussi dans des zones comme je viens de citer, sur des zones sensibles, à partage avec la police. Après, bon, qui commande, il faut que sur le plan de l'opérationnel, il y ait un commandement mutuel. Bon, je pense que ce n'est pas à nous d'en décider, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que nous voyons les choses. Et on est toujours en étroite association, bien sûr, avec les élus locaux. Tout ça doit se décider en association
avec les acteurs locaux. Je voudrais rajouter un point peut-être avant la prochaine question sur ce que les collègues appellent très justement le continuum de sécurité. Il y a le continuum géographique, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir de zone blanche en matière de sécurité relevant de la compétence de l'État, mais il ne doit pas y avoir de faiblesse dans la chaîne de la sécurité. Et la chaîne de la sécurité, c'est à la fois ce maillon qui est exercé par la police ou par la gendarmerie, et le maire qui est le pivot de cet élément de sécurité, mais il y a ce qui advient après qu'il y ait eu un constat, j'appelle ça l'infraction en prenant un terme générique. Aujourd'hui, on a, et cela a été rappelé, une vraie difficulté au suivi des plaintes. Il en a été beaucoup question dans la loi Engagement et Proximité qui, je rappelle, reprenait les réclamations et les exigences des élus dans le cadre du grand débat, de connaître la suite des choses, qu'il n'y a rien de plus difficile pour un maire que d'être interpellé dans sa commune par un habitant qui s'étonne de voir quelqu'un qui a commis un délit quelconque, de se promener librement dans la ville ou de ne pas avoir de suite. Donc la loi Engagement et Proximité a clairement inscrit de manière législative la nécessité pour le procureur de tenir les élus qui en faisaient la demande de la suite des affaires qui avaient fait l'objet d'une plainte. Et deuxièmement, il avait été spécifié que le ministère, le garde des Sceaux, devait faire une circulaire aux procureurs pour les inviter, et c'est même pour leur prescrire, de mettre en place un circuit d'information et de rencontres régulières avec les élus locaux. Les procureurs ne peuvent pas être absents du traitement de la sécurité territoriale. Et je suis très heureuse de l'excellent exemple que citent nos collègues, c'est-à-dire des procureurs l'ont inventé, et ce serait extrêmement intéressant que ce procureur ou le préfet du département concerné informe le ministère de la Justice de cette excellente initiative très concrète qui pourrait être dupliquée et enrichie. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Antonio Rodriguez pour l'AFP a une question. Vous m'entendez? Oui, j'ai l'impression que ça marche. Oui, allez-y. Ma question, c'est sur votre première proposition, votre proposition de vigilance, des nouvelles prérogatives qui vont être données à la police locale. Je voulais voir si vous pouviez développer un peu plus. Et j'en profite maintenant que j'ai le micro. J'ai une deuxième question sur les fichiers S. C'est une revendication de longue date de l'Association des maires de France. J'ai cru comprendre que vous mettiez une croix dessus parce que ce n'est pas possible, mais que vous proposiez une mesure alternative. Bien, écoutez, je vais essayer de répondre à votre première question et puis Corinne répondra à la deuxième. Sur le problème de vigilance, moi je voulais simplement rappeler que dans l'article de la PPL Sécurité globale, on prévoit une expérimentation concernant les communes, alors comprenant au moins 20 agents de police municipale et comprenant un directeur ou un chef de service de police municipale. Et l'article permet notamment aux agents de police municipale, pendant la durée de l'expérimentation, de constater des infractions limitativement énumérées qui ne nécessitent pas d'acte d'enquête. Que ce soit de la vente à la sauvette, conduite sans permis, conduite sans assurance, etc. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ne veut pas non plus que le policier municipal devienne un policier national bis, quoi, et que le maire devienne le supplétif de la police nationale. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on veut garder le caractère de police de tranquillité et de proximité. Vous voyez, on n'a pas les vocations à devenir, avoir des policiers municipaux qui sont capables de faire des enquêtes, de prendre des empreintes, de faire... voilà. Je pense qu'il faut qu'on reste... C'est pour ça que quand on dit vigilance, on veut être vigilant sur ne pas donner non plus des compétences, d'abord en plus qui auraient un coût, qui ne serait pas compensé par l'État,
parce que bon, on est un petit peu habitué à ce genre de choses, hein, on nous donne beaucoup de compétences, et puis après, l'intendant ne suit pas la tendance financière, en tout cas. Donc voilà, c'est ça, quand on dit vigilance, c'est un petit peu dans ce cadre-là. Si vous avez... si j'ai pu répondre à votre question. Corinne, tu peux peut-être reprendre la partie des fichiers S. C'est vrai où on a un petit peu abandonné le fait d'avoir connaissance de ces fichiers S pour des raisons de sécurité, peut-être. Tout à fait. On peut même dire que c'est une fausse bonne idée de pouvoir communiquer ou de proposer de communiquer au maire ces fiches. Une fausse bonne idée parce que une diffusion trop large des fiches S pourrait, nous considérons, pourrait se retourner contre les élus. Est-ce que les élus ne seraient pas mis en cause si malheureusement il advenait un drame causé par un fichier S qui aurait été connu d'eux, mais pour lequel en fait ils n'avaient aucune prise? Une publicité aussi trop large de ces fiches nuit à leur efficacité, parce qu'à partir du moment où la personne qui est fichée S apprend qu'elle est fichée S, on peut imaginer qu'elle révise ses projets, ou en tout cas ses modalités d'action. Enfin, l'interprétation d'une fiche et des risques n'est pas toujours aisée pour un élu qui ne dispose pas forcément de toutes les informations complètes sur l'individu concerné. Donc voilà pourquoi nous considérions que ce n'était pas opportun, cette communication n'était pas opportune. Pour autant, la communication aux élus des seuls profils des personnes dont les maires ont la responsabilité, nous y sommes favorables sous 3 conditions essentielles. L'information donc donnée aux élus doit lui être utile dans le cadre de l'exercice de son mandat, évidemment, mais ça va mieux en le disant. L'échange ne peut avoir lieu qu'avec l'accord d'une part du chef de service de police, de gendarmerie ou de renseignement, et d'autre part aussi, bien sûr, avec l'accord du procureur de la République qui est territorialement compétent. Et puis, il faudrait aussi la signature d'une charte de confidentialité. Donc, nous y sommes favorables sur cette communication limitée avec des conditions que nous souhaitons, que nous considérons comme essentielles et qu'il faudrait marquer très fortement. Oui, Frédéric Fortin, quand vous dites les personnes dont ils ont la responsabilité, vous pensez à leurs employés? Oui, notamment. Et alors au-delà, si c'est... Vous êtes employeur d'un certain nombre d'agents, et donc là, il est important, on a vu dans certaines situations, où la presse a relayé, où effectivement les élus découvraient que tel ou tel agent pouvait être fiché, avait pu être surtout en voie de radicalisation, et donc en tant qu'employeur de ces hommes ou femmes, il est important effectivement que les maires en soient informés sous les conditions, je le redis, que j'ai évoquées. Vous indiquez notamment à quel autre profil vous pensez? C'était essentiellement les personnes sous leur responsabilité, oui, en tant qu'employeur, puisque ça relève de la responsabilité de l'employeur. Avez-vous d'autres questions? Sinon, j'ai une question de monsieur. Oui, allez-y. Oui, du coup, j'allais poser ma question que j'ai laissée par écrit, Hugo Soutra pour le Courrier des maires. Sur la recommandation numéro 2, s'agissant du contrôle externe des polices municipales, je voulais juste avoir un petit peu la genèse de cette recommandation. Est-ce que vous avez eu vent d'irrégularités, d'erreurs, de dérives, de bavures? Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent qui vous auraient incité à vouloir renforcer les instances de contrôle des polices municipales? Merci beaucoup. Écoutez, on a très peu finalement de retour de la déontologie du défenseur des droits. On a juste un pourcentage qui nous a été fourni, que vous avez dans le rapport à page 26,
où on a en activité de sécurité en cause 6,7% de problématiques. Hein, c'est quand même assez peu hein, par rapport à l'administration pénitentiaire. Donc voilà, on ne peut pas vous citer précisément des fautes qui ont été relevées, mais bon, on pourra vous donner peut-être plus d'informations. Et là ça me paraît difficile de vous donner vraiment des exemples concrets, en tout cas. Mais pour vous dire qu'on a très peu, finalement, le défenseur des droits, d'ailleurs, indique qu'entre 85 et 90% des saisines concernant la police municipale ne révèlent aucun manquement à la déontologie. Donc, vous voyez que ça situe les choses de façon assez forte. Voilà. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Madame, Messieurs les journalistes, avez-vous d'autres questions à formuler, à poser? Bon, bah écoutez, en tout cas, merci de votre présence. Si vous voulez davantage d'éléments, on pourra vous en envoyer de la part de la délégation des collectivités territoriales. Donc le rapport sera à votre disposition. Bien évidemment, nous souhaitons que ce rapport ait un certain nombre de continuums aussi au sein même de notre Assemblée, en coordination bien sûr avec nos collègues de la commission des lois, M. Daubresse et Hervé, qui sont donc des sénateurs désignés pour nos groupes politiques pour la PPL sur la sécurité globale, et puis messieurs Henri Leroy et Jérôme Durin, qui sont tous deux membres de la commission des lois et qui participeront au Beauvau de la sécurité. Et M. Leroy nous a affirmé ce matin, lors de la présentation devant la délégation, qu'il défendrait les 10 recommandations que nous proposons dans notre rapport auprès des discussions de Beauvau. Je pense que ça me paraît tout à fait important qu'on ait des relais après pour défendre ces recommandations. Ensuite, nous allons faire une remise officielle du rapport en mars au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et une remise officielle du rapport à Monsieur le Président de l'Association des maires de France, Monsieur François Baroin. Et puis, quant au devenir des recommandations, Corinne vous en dira quelques mots sur la part législative et réglementaire, mais nous souhaitons bien sûr, sous forme d'amendements ou de questions qui seront posées au ministre de l'Intérieur lors des débats, pouvoir amender ce texte de loi sur la sécurité globale, bien sûr. Et donc, voilà, je voulais quand même vous dire qu'il y aura un continuum de ce texte, puisque c'est le mot d'aujourd'hui, hein, par rapport à la sécurité. Eh bien, continuons aussi le déroulé de ce rapport. Merci. Merci à vous, en tout cas, de votre présence. Et Corinne, si tu peux prendre le relais, le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin, Corinne. D'accord. Quelques mots très rapidement sur chacune de nos recommandations. Il est, parce que nous l'avons voulu ainsi, possible d'y donner corps et d'y donner forme. C'est-à-dire que certaines recommandations relèvent du législatif, d'autres du réglementaire et d'autres, je dirais simplement, entre guillemets, des bonnes pratiques. Donc, vous voyez, on est vraiment dans du concret, dans volonté d'être pragmatique pour répondre, encore une fois, aux attentes des élus. Le Sénat est la chambre des territoires et des élus. Nous sommes dans notre rôle que de nous appuyer et d'écouter
aussi les attentes de ces élus, répondre aux attentes de nos concitoyens en matière de sécurité. Et toutes ces propositions pourront, à moyen ou court terme, trouver matière à être évoquées, et en particulier, et dans la rencontre, la concertation lancée le 1er février prochain, et lors de l'examen de la proposition de loi sur la sécurité globale, comme l'a rappelé Rémy Pointreau. Donc, vous aurez tout loisir de prendre connaissance de l'intégralité de notre rapport. Si vous souhaitez d'autres précisions, nous sommes à votre disposition. Et je veux encore vous remercier pour votre participation, votre présence cet après-midi à nos côtés. Merci Corinne, merci à vous. Merci au rapporteur et merci à vous de l'intérêt que vous portez à ce sujet essentiel aussi pour une société de confiance. Merci beaucoup.